Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. J'espère qu'il y aura plus de monde d'ici peu. Tu as réussi à voir tout le monde finalement? On était
17 en total sur un théorique de 29. Bon, après, forcément, il y a qui ne se présente pas. Mhm. Je pense que beaucoup de gens n'avaient pas l'habitude aussi aux réunions à distance, donc ça a D'accord. posé quelques difficultés. Et 17, c'est un bel chiffre. Oui, c'est bien. C'était à peu près ce qu'on avait les années précédentes. Même plus, je pense Vingtaine. qu'on était une douzaine l'année passée. Ouais. Tu as vu le Classroom? J'ai pas vu, non. J'ai pas vu. Je t'ai pas envoyé mon adresse Gmail du coup. Il n'y a pas de mal. Bon, je pense qu'on a fait un bon travail. D'accord. On Ah oui, c'est entend, avec ma voix, c'est ça. on entend ta voix, oui, tout à fait. D'accord. Ah, je viens d'envoyer un message parce qu'on a un groupe WhatsApp. Espérons que ça aide. Je peux aussi mettre un message ici. Dis donc. Bon, après, c'est 18h pile. Hein. Ouais. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Bonsoir, monsieur Alex, ça va bien? Je vous entends très mal, vous disiez? Je viens d'arriver, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous. Oui. Nous attendons encore 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Bonsoir à tous. Je viens d'arriver aussi. Je suis M. Omi, de la Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Et vous êtes un médecin. Oui. C'est assez évident. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver tout doucement. Bonsoir à vous tous. Nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Et penses-tu, Jean-Baptiste, on commence? Très bien, allons-y, ouais. 18h05, donc on a attendu les 5 minutes d'office. Encore bonsoir tout le monde, merci à ceux qui sont là. Il manque pas mal de gens. Après, j'essaierai de contacter les absents par la suite. Voilà, avec moi aujourd'hui, il y a Jean-Baptiste. Je pense que le mieux, c'est que tu te présentes par toi-même. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Duhaut. Je suis un professionnel de la HSE et je travaille dans ce domaine depuis une vingtaine d'années en France, dans l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, donc, on va parler ensemble de programmes de santé et de sécurité au travail. Parfait. Donc, je t'expliquais à la réunion d'introduction que ce cours est piloté par des membres de la SOFIT. Donc, j'ai expliqué qu'il y aurait eu des collègues à moi dans les autres réunions avec un français meilleur que le mien. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a eu encore des difficultés techniques? Est-ce que tout le monde arrive à se connecter à Google Classroom? Moi, de mon côté, oui, ça va. J'arrive à me connecter sans problème. OK. Si quelqu'un a des difficultés, n'hésitez pas à me les signaler. On essaiera de trouver une solution. Alors, ensuite, j'ai 14 personnes qui ont terminé la première unité. On devrait être un petit peu plus, d'après moi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu des difficultés par rapport à ça? Donc, vous voyez de quoi je parle. Donc, sur Google Classroom, vous avez... Je vais le mettre à l'écran. Donc, dans votre formation sur Google Classroom, vous avez la section 1 pour l'instant. La section 1, pardon. Donc, dans la section 1, il y a la vidéo à écouter et les questionnaires. Et de façon optionnelle, le matériel qui est mis à disposition. Est-ce que tout le monde a écouté la vidéo et complété le questionnaire?
D'accord. Sans faire des noms qui ne l'a pas fait, il faudrait les faire. Au fait, ça fait partie de la formation, donc il n'a pas beaucoup de sens si vous venez ici sans savoir écouter les vidéos. OK. Ensuite, est-ce que vous avez des questions jusque-là par rapport à ce que vous avez écouté dans les cours? N'hésitez pas, hein. Est-ce que quelque chose n'était pas clair? Est-ce que vous avez des expériences à partager, des choses qui vous voulez explorer un peu plus? Bonsoir à tous. C'est Dr Estelle. Je voudrais revenir sur les 5 fois pourquoi. Je n'ai pas bien compris les causes directes et les causes profondes. J'ai comme l'impression que ça se ressemble à un moment donné. D'accord. OK. Je pense qu'on va faire des exercices sur ça, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Oui, on va reparler des 5 pourquoi, effectivement. On pourra prendre un exemple pour illustrer ça. Oui, on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, il n'y a pas de souci, on peut commencer par cette partie-là. Donc, en fait, le 5 pourquoi, c'est une méthode qui permet d'analyser les événements en partant du fait ultime, donc ce qu'il s'est passé. Quelqu'un a pu glisser sur une flaque d'huile, par exemple, et en posant la question plusieurs fois de pourquoi. Donc, on pose la question de pourquoi la personne a glissé, on va apporter une réponse, et après, on va questionner pourquoi cet événement-là a eu lieu. Et on va essayer de remonter comme ça dans les faits pour aller jusqu'à la cause profonde de l'événement, donc pas la cause immédiate, directe, mais un enchaînement de causes, puisque en fait, un événement, c'est souvent la conjugaison et l'enchaînement de plusieurs faits. Donc c'est ce en quoi le 5 pourquoi, bah voilà, c'est ce qui figure ici. Hein, alors j'ai parlé d'une flaque d'huile, en fait, on peut aussi parler d'une peau de banane. Donc quelqu'un a glissé sur une peau de banane. Pourquoi la personne est tombée? Bah, parce qu'elle a glissé sur une peau de banane. Pourquoi la peau de banane était par terre? Parce qu'elle est tombée de la poubelle. Pourquoi est-elle tombée de la poubelle? Donc vous voyez, on remonte à chaque fois sur l'événement précédent en posant la question pourquoi. Donc c'est une méthode assez simple qui permet comme ça d'investiguer sur un événement et de ne pas se limiter à la cause initiale, mais bien de remonter en amont de cette cause initiale pour aller souvent sur des sujets d'organisation du travail qui sous-tendent ces événements. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, c'est beaucoup plus clair. Et donc, au fait, l'idée étant de définir des actions correctives, puisqu'on va définir la cause, mais l'idée étant de définir une action corrective qui va remédier à cette cause, qui va empêcher la cause de se reproduire. Puisque ce qu'on veut dans ce processus-là, c'est que cet événement, cet accident, ne se reproduise pas dans le futur. Donc, c'est important de traiter la cause profonde parce que c'est en fait d'elle dont vont découler les autres causes et donc les événements. Et donc, si on ne remédie pas à cette cause profonde, l'accident peut se reproduire. Et donc, la volonté, c'est bien d'avoir une analyse approfondie de l'événement pour remonter jusqu'à la cause profonde, la traiter, faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas, et donc que l'événement, l'accident, ne se reproduise pas. Et donc, dans cet exemple, quelle est d'après vous la cause directe? Dans l'exemple de la peau de banane ici. Bon, je pense que la cause directe, selon moi, c'est le fait que la peau de banane se retrouve par terre. Tout à fait.
Donc ça, c'est ce qui a causé la glissade, tout à fait. Et la cause profonde, ben, on remonte, et vous l'avez là à l'écran directement. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on revient pour finir cet exemple-là. Donc la poubelle était pleine. En fait, la poubelle était pleine parce que elle n'a pas été vidée. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été vidée? Parce que il y a un ramassage qui a été oublié. Et pourquoi cet horaire n'a pas été respecté? Parce qu'il n'y a pas de processus documenté et que l'employé qui est nouveau, qui est arrivé, ne savait pas qu'il fallait faire ce ramassage quotidien. Donc la cause première, c'est qu'une peau de banane qui est tombée de la poubelle. La cause profonde, donc si on ne traite que ça, on passe à côté du sujet, en fait, et l'événement va pouvoir se reproduire. En fait, le problème de fond, c'est que le processus n'est pas documenté et que du coup, le processus de ramassage des poubelles n'est pas clair et que la personne n'est pas formée clairement à ce processus-là et donc ne le réalise pas, peut ne pas le réaliser correctement. Donc, c'est ça la cause profonde. Et c'est bien sur ces causes profondes qu'il faut travailler pour éviter la récurrence. Donc, c'est un outil relativement simple et qui, quand il est bien utilisé, peut amener des actions correctives qui vont être efficaces. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions sur ce que vous avez vu dans ce cours? Il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne? N'hésitez pas, on est là pour ça. Non, ça sera tout pour moi. Je ne sais pas si les autres étudiants ont d'autres questions. OK. Est-ce qu'on pouvait un peu revenir sur la pyramide de la prévention? Pourquoi on a placé les EPI en dernière position? On a dit que les EPI constituaient l'une des étapes qui arriverait en dernière position. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Et effectivement, c'est un sujet qui est important pour des préventeurs comme vous, de bien placer cette pyramide et la hiérarchie des moyens de maîtrise est très, très importante. Alors, pour répondre directement à la question, pourquoi le pays est en dernier? Parce qu'en fait, c'est le moins efficace. C'est le moins efficace parce que le pays, comme son nom l'indique, équipant de protection individuelle, il va protéger que la personne qui le porte. Imaginez que vous manipulez un produit chimique à un endroit, vous portez une protection respiratoire, par exemple, un masque. Protection respiratoire, la personne qui est à côté de vous n'en porte pas. Est-ce qu'elle est protégée? Non. Donc, c'est le plus bas, le moins efficace, la méthode de protection la moins efficace. Et donc, cette pyramide est très importante parce qu'à chaque fois qu'on a une action de prévention, il faut qu'on puisse l'avoir en tête pour toujours essayer de d'abord éliminer le danger. Donc ça, c'est la première notion. Pouvoir ôter physiquement le danger, donc faire en sorte qu'on supprime complètement la source de danger. Alors, ça peut être un produit chimique, un agent biologique, une source radioactive, peu importe. La première approche, c'est toujours d'essayer d'éliminer ce risque-là. Alors ça, c'est pas toujours facile. C'est même souvent difficile de le faire parce que cette source-là, c'est peut-être le produit qu'on veut transformer. Donc forcément, si vous ne transformez plus le produit, vous arrêtez l'activité et ce n'est pas l'objectif non plus. C'est bien de continuer l'activité. Donc l'élimination peut être complexe à mener. L'autre étape, mais là, on supprime complètement le danger, donc c'est l'idéal. L'autre étape, si jamais ça ne marche pas, si ce n'est pas possible, c'est la substitution, c'est-à-dire de passer d'un produit très dangereux à un produit peu dangereux ou pas dangereux du tout. C'est encore mieux. Ça, pareil, c'est pas toujours évident de le faire, mais ça te permet de faire diminuer la dangerosité du produit ou de l'activité qu'on est en train de faire. L'étape d'après, donc si ça, c'est encore pas possible,
c'est de mettre des moyens de protection collective. Alors, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure d'un produit chimique qu'on manipule avec un équipement de protection individuelle, si vous avez un équipement de protection collective, par exemple une hotte aspirante, une Sorbonne par exemple, là, vous allez pouvoir manipuler ce produit et vous allez protéger à la fois la personne qui le manipule, mais également la personne qui est dans la pièce. Donc, vous avez une portée qui est beaucoup plus importante qu'avec un équipement de protection individuel. Vous allez protéger collectivement. À ça, vous pouvez aussi encore ajouter des mesures d'organisation. Organisation du travail, donc changer la façon dont travaillent les personnes pour les protéger. Donc là, on va rentrer tout ce qui s'appelle la formation, tout ce qui est lié aux procédures. Tout ça va s'appliquer, mais là, on a baissé d'un niveau dans la hiérarchie parce que, comme pour les EPI, les procédures peuvent aussi ne pas être respectées. Pour des raisons diverses, parce que elles sont contraignantes, parce que on peut faire plus simple, plus rapidement, mais en se mettant à risque. Donc, dans la hiérarchie de maîtrise, autant la Sorbonne, elle va normalement toujours fonctionner. Alors, c'est pareil, hein, c'est moins puissant que la substitution ou l'élimination, parce que une Sorbonne, ça repose sur un moteur qui tourne. Si le moteur s'arrête, elle ne marche plus, donc les personnes ne sont plus protégées. Les procédures, si les personnes ne les suivent pas, elles ne vont pas non plus être protégées. Donc, elles sont faillibles. Les EPI, et c'est le dernier, là, pareil, si la personne ne porte pas ses EPI, va se mettre en danger. Donc, voilà pourquoi on les classe et on privilégie toujours l'élimination, puis la substitution, puis les mesures techniques. Ce sont les plus robustes. Et on ajoute à ces mesures-là, ou on complète ces mesures-là par des mesures d'organisation, donc administratives, organisationnelles, la formation, on complète, et également avec des équipements de protection individuelle pour protéger complètement la personne si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est un des messages clés pour aujourd'hui. C'est vraiment, dès que vous êtes sur une situation d'évaluation d'un risque, la façon d'aborder ce risque-là, vous devez toujours vous poser cette question-là. Est-ce que je peux complètement éliminer le produit, le risque, le danger? Est-ce que je peux l'éliminer ou est-ce que je peux le remplacer, le substituer par un produit moins dangereux? La substitution peut être à double tranchant aussi. Vous pouvez substituer un produit qui n'est pas dangereux pour les personnes par un produit dangereux pour l'environnement, par exemple, ou un produit dangereux par inhalation par un produit explosif. Donc, vous pouvez aussi, alors la substitution, il faut faire attention de ne pas déplacer le risque, c'est-à-dire de passer d'une problématique à une autre. Il faut bien, quand vous avez cette démarche-là, bien voir le problème dans son ensemble et pas déplacer le risque. Mais c'est vraiment cette hiérarchie qu'il faut appliquer pour avoir une prévention efficace. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Oui, nous avons une leçon entière sur les EPI que je crois être la 7e, donc la toute dernière si je ne m'abuse pas. Donc on aura occasion de reparler à la fin du cours. Juste pour anticiper une chose, évidemment, un des soucis avec les EPI, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est simple alors que c'est en réalité extrêmement complexe. Parce qu'ils pensaient par exemple au masque pour les agents chimiques, mais ça marche aussi pour le bouchon, pour le bruit ou n'importe quel autre EPI. Il faut déjà savoir les choisir. Il faut s'assurer qu'ils marchent pour la personne. Donc, il y a des tailles, il y a même pour le masque. Il y a des conditions qui peuvent faire que ça ne marche pas. Est-ce que la personne a une barbe? Est-ce qu'elle a des cicatrices? Est-ce qu'elle a une forme de la face qui est particulière? Donc, tout ça qui doit être pris en compte. Il faut savoir à quel moment la changer. Est-ce que les filtres saturés? Est-ce que c'est abîmé? Il faut savoir comment la nettoyer. Il faut savoir où la stocker de façon qu'elle ne se contamine pas. Il faut savoir former les gens. Il faut les contrôler. Donc, vous voyez, parfois, on crée des autres risques parce que, encore une fois, si vous pensez au masque,
on augmente la chaleur ou la sensation de la chaleur, on peut créer de la détresse respiratoire, etc., etc. Donc, tout ça s'ajoute et c'est pour ça que les EPI sont tout au fond de l'échelle. Si je vous donne un risque, Jean-Bernard, je me permets, hein, après je te donne la parole. Vas-y, vas-y. Faisons un exemple, par exemple. Imaginons que je dois changer une lampe. Donc, c'est un travail en hauteur, si vous voulez. Donc, il faut grimper pour arriver à changer cette lampe sur un plafond qui est assez élevé. Première question, d'après vous, quel est le risque? Enfin, quel est le danger plutôt et quel est le risque? Le risque de chute, par exemple. D'accord, oui. Ça, c'est oui. OK, ça marche. Il peut y avoir aussi un risque d'électrocution. Parfait, aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ora, si on voulait éliminer les risques, enfin, c'est pas simple. On travaille au noir. Oui. Alors, ça, c'est souvent le cas. Donc, l'élimination, c'est souvent très compliqué. D'accord? On peut utiliser la lumière naturelle, hein, si on a les possibilités. Si c'est possible, tout à fait. Tout à fait. Et lorsqu'il va faire nuit, qu'est-ce qu'on fera? Mais c'est ça qu'expliquait Jean-Baptiste tout à l'heure. C'est souvent compliqué de le faire et parfois on y arrive. Parfois, c'est juste pas possible parce que sinon, ce qu'on veut faire, donc les procédés notamment, ne marcheraient pas. Par contre, si on part des mesures d'ingénierie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des mesures techniques. Les mesures techniques, c'est par exemple trouver une bonne échelle. Oui, quelque chose pour travailler en hauteur, même mieux qu'une échelle peut-être, mais oui. Mettre le contact en off. Oui, tout ce qui est sécurité électrique, effectivement, donc toutes les sauvegardes de la sécurité électrique, en effet. Et également trouver un assistant, peut-être qui va te tenir l'échelle. Ou une plateforme, si c'est possible, aussi ça pourrait marcher, tout à fait. Ou alors on pourrait imaginer d'avoir un instrument qui nous permet de changer les lampes sans monter en hauteur. Tiens, ça pourrait être un exemple d'une élimination. Ouais. Et quelles sont, par exemple, les mesures administratives? Mesures administratives. Il y a l'habilitation aussi. Hein, l'habilitation, quelles sont les Ça, c'est une personnes mesure qui sont administrative, tout à fait. Donc, tout ce qui est formation. Par exemple, l'exemple que vous faisiez tout à l'heure, étendre la lumière, ça, c'est une mesure administrative, ce n'est pas une mesure technique. Parce qu'il faut expliquer aux gens qu'il faut le faire. Donc, c'est quelque chose qui est lié aux des actes qu'ils doivent faire et qu'on leur apprend à faire. Ça pourrait être monter sur l'échelle en s'assurant d'avoir toujours 3 points de contact. Ça, c'est une autre mesure administrative. Ça se base sur le comportement. Globalement, est-ce qu'on pourrait écrire une procédure pour pouvoir monter, pour remplacer les ampoules, par exemple? Tout à fait. Ça, c'est une autre mesure administrative. Et bon, sur les EPI, là, évidemment, c'est exagéré, mais on pourrait imaginer avoir des systèmes anti-shoot ou alors, oui, des systèmes anti-shoot. Ouais. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions peut-être ou...
OK. Jean-Baptiste, on commence nous à poser des questions? Alors oui, et du coup, on peut peut-être enchaîner, puisqu'on était un peu dans cette thématique-là, par l'introduction, par cette hiérarchisation-là. On peut passer sur la partie du cours qui concernait l'analyse de postes de travail, l'évaluation des risques de travail. Et par rapport à l'exemple que tu viens de donner, en fait, on peut prendre cet exemple-là, le changement d'une ampoule. Donc, si vous êtes dans cette position d'évaluer le risque lié à ce changement d'ampoule, qu'est-ce que vous allez prendre comment vous allez vous y prendre, parce que c'est un des thèmes du cours. Comment est-ce que vous allez vous y prendre et l'évaluation des risques, elle va reposer sur quels facteurs? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a expliqué dans le cours? Ah, n'ayez pas peur, Donc, l'évaluation des risques au poste de travail. Moi, j'ai pas bien saisi la question, si vous pouvez me... Alors, l'évaluation des risques au poste de travail, vous avez compris que c'était un élément essentiel, un élément clé dans la démarche de prévention. Comment vous allez faire cette évaluation des risques et sur quels critères vous allez pouvoir évaluer un risque? Si je prends l'exemple du changement d'ampoule, comment je vais pouvoir évaluer le risque associé au changement d'ampoule sur un lampadaire? Voilà, c'est l'exemple qu'Alessandro a pris tout à l'heure. On va continuer avec le même exemple. Comment vous allez évaluer ce risque-là? Est-ce que pour vous, le risque est important, il est faible, c'est quelque chose de prioritaire ou pas, ou le risque est très faible? Et comment vous allez pouvoir déterminer ça, justement? Le risque ici, c'est par rapport à la gravité d'abord, parce que il y a un risque électrique, donc électrocution, donc mortel. Ouais. Ici, il peut y avoir aussi un risque de chute mortelle. Donc, ces deux risques me semblent être des risques tellement importants sur la gravité auquel la personne peut s'exposer que donc il faudrait prendre des mesures Et est-ce qu'il n'y a importantes. que la gravité que vous allez regarder pour évaluer un risque? D'abord, il faut identifier le risque. Nous avons le risque électrique. Ensuite, Oui, bon, pour la gravité, c'est par rapport aux conséquences. exactement. Hein? Les conséquences, c'est d'abord la mort. Hein? On a dit que l'électrocution, c'est carrément le décès. Hein? Maintenant, si la personne également utilise change une lampe qui se trouve au niveau de la lampadaire, la hauteur est suffisamment élevée pour qu'à l'occasion d'une chute, on puisse la tête devant avoir un traumatisme crânien, etc., se rompre le cou, etc. Donc, comment vous coteriez, comment vous évalueriez ces deux risques-là? Bon, je peux donner le rouge, hein, par exemple, on peut donner, ça dépend de l'échelle. Hein. L'échelle, on peut avoir une matrice avec 5 échelles, ça dépend de ce qu'on peut utiliser. Bon, mais le risque, il est important, donc il peut être mortel. Maintenant, il faut combiner cela avec la fréquence, la gravité, la fréquence, hein, et puis éventuellement les mesures qui seront prises par la personne. Est-ce qu'il a été formé pour ça? Est-ce qu'il est habilité à le faire? Est-ce qu'il a les équipements nécessaires pour le faire? Maintenant, c'est ça qui va amoindrir au fur et à mesure cette gravité. Est-ce qu'il va avoir un harnais quand il va monter? Hein? Ouais. Est-ce que ce sera une échelle qui est suffisamment de hauteur pour pouvoir lui permettre de changer dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il est accompagné? Donc, en fait, pour évaluer le risque, vous allez bien prendre la gravité des conséquences. Donc, la conséquence d'une chute, la conséquence d'une électrisation ou d'une électrocution, et aussi un autre élément qui est la probabilité que cette conséquence se produise. Absolument. Et donc, c'est vraiment le croisement et la multiplication de ces deux facteurs qui va permettre d'évaluer un risque. Alors, j'ai vu une main levée. Quelqu'un a une question? Non, je pense que c'était un pouce. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était une question. Ouais. Alors, on peut peut-être reprendre, pour illustrer un peu ça, on peut peut-être reprendre dans le cours la partie qui concerne la matrice, justement. Oui. Ça permettra de regarder comment vous positionneriez la gravité et la probabilité sur ce cas-là. Alors, on va dire qu'on a un lampadaire à 3 mètres de haut.
J'arrive, hein. Vous avez un lampadaire à 3 mètres et aujourd'hui, vous n'avez pas de… La situation actuelle, c'est j'ai pas de moyen d'accès. Donc, la façon de changer l'ampoule, c'est l'échelle et je grimpe pour changer mon ampoule. Donc, déjà, alors, ce qui est important sur l'évaluation des risques, et vous l'avez sans doute vu dans le cours, c'est de bien définir un scénario. Ça, c'est important parce que là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a bien 2 risques différents. Il y a un risque d'électrocution, il y a un risque de chute. Il faut bien qu'on distingue les deux pour pouvoir les évaluer correctement parce que les deux n'ont peut-être pas la même probabilité d'apparition. OK? Donc, si on prend le risque de chute, le fait de monter avec une échelle, changer une ampoule, donc le scénario, c'est je monte à l'échelle, je commence à changer l'ampoule et puis je tombe, la personne tombe de l'échelle, se blesse. Comment vous cotez la gravité de ça? Chute d'une échelle, 3 mètres de haut. En termes de gravité? En termes de gravité, je pense qu'on le coterait à 4. Donc tout en haut, là, au high, ici? Oui, et en termes de fréquence, je me dis que changer une ampoule, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, en termes de fréquence, peut-être 2 ou 1. Alors, est-ce que vous allez prendre la fréquence de changement de l'ampoule ou est-ce que vous allez prendre la fréquence de changement de l'ampoule, mais aussi la chute de la personne? Parce que la personne, enfin, le scénario, c'est bien que la personne tombe. Donc, la probabilité qu'on va évaluer là, c'est aussi la probabilité que la personne tombe, qui est liée au nombre de fois où elle va faire l'opération. Si elle le fait tous les jours ou si elle le fait une fois par an, c'est effectivement pas la même chose. Mais il faudra bien avoir ces 2 aspects-là. Si elle est juste sur une échelle, à votre avis? Si elle est juste une échelle qui n'a pas de protection, la probabilité que la personne tombe est très élevée. C'est ça. Donc, on va se situer entre 3 et 2. Je suis un peu embêtée par la fréquence et la probabilité. Oui, parce que? Je suis un peu embêtée parce que pour une ampoule, on va se dire que c'est un lampadaire. Et le lampadaire, les changements d'ampoule ne se font pas tout le temps. On va se dire une fois par an. Oui. Et la partie que je ne comprends pas, c'est la probabilité que la personne tombe. Est-ce que je dois plus prioriser la fréquence ou la probabilité? En fait, les deux sont liés. Et après, vous avez des conditions de manipulation, enfin d'activité là, qui sont assez dégradées. Donc, la probabilité que la personne tombe en réalisant cette activité-là, elle est à mon avis assez probable. Avec une échelle sur un lampadaire, c'est pas, enfin, il y a quand même une probabilité assez importante que la personne tombe. Et après, il faut le pondérer aussi avec la gravité qu'on va définir. Après, cette évaluation de risque n'est pas une science exacte. C'est aussi une discussion qu'on doit avoir et ça fait partie aussi des messages que je voudrais vous passer aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est un échange qu'on doit avoir aussi avec les personnes qui font l'activité. Parce qu'elles vont pouvoir vous dire ah oui, en fait, ça m'est arrivé 3 fois le mois dernier, ou en fait, ça n'est jamais arrivé, ou ça n'est jamais arrivé. Vous pouvez avoir des données de ce type-là qui sont importantes. Le retour d'expérience est important quand on fait l'évaluation des risques. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est aussi intéressant de voir ce qui s'est passé parce que c'est aussi comme ça qu'on définit la probabilité. Donc, en échangeant avec les personnes sur le terrain, on a une bonne vision de bah oui, c'est possible, c'est probable, ou oui, une fois sur 2, je risque de tomber, donc c'est assez fréquent. Donc, c'est ces éléments-là qui vont nous permettre de dire oui, c'est tout à fait possible, probable, ou très probable que la personne tombe et se fasse mal, plus ou moins. Et après, bah, vous allez définir, et c'est souvent le consensus au sein du groupe,
de dire, bah, oui, effectivement, la gravité, c'est assez important parce qu'elle est à 3 mètres de haut, donc quand il va tomber, il va forcément se faire mal, traumatisme crânien ou autre. Et la probabilité, bah, c'est très probable qu'il tombe parce qu'il n'a pas de point d'appui, il est en équilibre sur l'échelle. Sur l'échelle. Et donc, Donc, après, on vous sera allez carrément croiser. dans le high. Alors, vous allez ou être certainement high ou medium en termes de gravité. Alors là, c'est la cotation du risque. Donc, De c'est medium gravité ou qui high, est à effectivement. 4 et la fréquence et probabilité à 3, je pense qu'on se retrouvera à high. Donc, dans le Voilà. rouge. Donc, c'est 4 ou 3 ou 4 en fonction de ce que vous prenez comme scénario où la personne tombe et va mourir en tombant de son échelle. C'est peut-être un peu moins probable, ou elle va se faire assez mal, donc une gravité un peu plus faible, mais probabilité plus importante. Et c'est un moyen après de définir le risque. Donc voilà, on parle de médium ou high. Et après, vous allez pouvoir comparer et hiérarchiser avec le risque d'électrocution. Est-ce que cette personne-là le risque d'électrocution est-il plus ou moins élevé que le risque de chute? Donc si vous changez simplement l'ampoule, peut-être que le risque d'électrocution est plus limité. On va pouvoir intégrer aussi là-dedans tous les éléments administratifs dont on a parlé. Si on a une procédure pour intervenir, j'ai isolé le courant avant d'intervenir, j'ai une procédure qui dit ça, les personnes sont formées. Tous ces éléments-là vont rentrer dans l'évaluation pour définir une probabilité. La gravité, là, pourra aussi être évaluée. Et donc, quand vous aurez fait ces deux évaluations, vous avez un autre résultat. Donc, si on le fait sur la partie électrocution, donc là, électrocution, on est clairement, là, la personne, on peut parler d'un décès. Quelle est la probabilité que ça se produise selon vous? Quelle est la probabilité qu'en montant sur l'échelle, en changeant l'ampoule, la personne meurt d'électrocution? Comment vous l'estimez par rapport à la chute? Je dirais 2, puisque j'ai coté la chute à 3. Ouais. Je me dis, c'est plus probable qu'une personne chute en changeant une ampoule qu'elle se fasse électrocuter. Donc, je la coterai plutôt à 2 et la gravité à 4. Ok, donc on serait sur un médium. Oui, Un risque médium, c'est ça. Tout à l'heure, on était plutôt sur un risque high, plus élevé. Oui. Et du coup, avec ça, qu'est-ce que vous faites avec cette évaluation-là? Vous avez ces deux risques-là. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action? C'est des mesures correctives. D'abord pour le premier scénario qui est la chute. Ce sera de mettre une lanière, des casques. Alors, si vous appliquez, alors, tout à fait. Alors, c'est effectivement, quand vous avez deux risques, l'idée et l'objectif de l'évaluation des risques, c'est bien de prioriser les actions que vous allez mener. Là, vous avez deux risques. Clairement, vous allez privilégier la chute dans un premier temps par rapport à l'électrocution. On a estimé que le risque de chute était plus important. Donc, l'évaluation des risques, elle sert typiquement à ça. Vous avez des activités, vous avez beaucoup de risques différents. Et ce n'est pas évident, si on ne fait pas cette analyse détaillée, de savoir lesquels sont à traiter en priorité. Et donc, tout l'enjeu de l'évaluation des risques, c'est de définir les bonnes priorités. Et là, on est clairement sur la chute. Il y a ce sujet-là à traiter en priorité. Le risque est high, il est plus élevé que le médium de l'électrocution, donc on va traiter ça en priorité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme méthodologie pour adresser ce problème-là? Et ben, on va reprendre ce qu'on a discuté tout à l'heure sur la hiérarchisation. Suppression, substitution, moyen engineering, moyen d'ingénierie, administratif et EPI à la fin. EPI. Donc, vous voyez, en fait, le point de départ, c'est l'évaluation des risques, parce que c'est ça qui permet de dire, c'est ce risque-là ou ces risques-là qui sont les principaux et que je vais devoir adresser. Je vais devoir traiter ces risques-là en priorité. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas
m'intéresser aux autres, mais l'évaluation des risques permet de dire c'est celui-là que je vais commencer par celui-là, en fait. Je vais commencer par traiter ce risque-là. Après, une fois que j'aurai traité ce risque, je le recoterai. Normalement, il sera amélioré, il sera plus faible. Et donc, je m'intéresserai à celui qui est tout de suite après. Le médium, il va arriver juste après. Une fois que je me serai débarrassé du high, je m'intéresserai au médium. Ça permet de prioriser comme ça les actions. Et après, la méthodologie pour adresser ces risques-là, c'est bien toujours la hiérarchisation avec élimination d'abord, substitution, moyens d'ingénierie, moyens administratifs pour compléter et EPI enfin en tout dernier. Donc là, si vous êtes sur la chute de hauteur, idéalement, c'est pouvoir... alors, j'ai vu une vidéo là-dessus où on pouvait changer l'ampoule parce que le lampadaire, en fait, il se coupait en deux et la partie du haut, la lampe, arrivait en bas et donc la personne pouvait simplement, sans monter nulle part, changer l'ampoule directement et puis après, elle remettait le lampadaire en faisant remonter l'ampoule. Donc voilà, ça pourrait être un moyen et éviter d'avoir un escalier sécurisé pour accéder à l'ampoule, ce qui va être assez compliqué à mettre en place. Oui, il y a une question, une main levée. Oui, bonjour à tous, bonjour à Dibos. Moi, je voulais savoir d'abord pour une évaluation des risques. D'abord, on identifie les risques, ensuite on les classe et enfin on les priorise. Alors d'abord, on identifie les dangers, donc on va lister tous les dangers. On va ensuite définir des scénarios qu'on va pouvoir coter avec ce qu'on vient de voir, gravité d'abord et probabilité ensuite. Donc on définit une gravité et une probabilité. Avec ces deux éléments-là, on définit un risque, donc là qui va être faible, très faible, faible, moyen ou élevé. Et une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir mettre en place des actions pour traiter en priorité les risques les plus élevés. Voilà. Donc on balaye toutes les sources de danger, on évalue les risques associés à ces dangers, on hiérarchise les risques et ensuite on traite les prioritaires. Si. Merci. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous, cette partie évaluation des risques? Je pense que c'est la partie fondamentale parce que c'est ce qui permet vraiment d'utiliser notre énergie de préventeur sur les bons sujets. Et c'est vraiment fondamental parce que les journées ne font que 24 heures. Et c'est essentiel dans notre métier, dans les autres aussi, mais particulièrement dans le nôtre, où on est là pour protéger la santé ou la sécurité des personnes, de se focaliser sur les bons sujets en priorité et de les adresser d'abord et de passer aux autres ensuite. On ne peut pas tout adresser d'un seul coup et c'est pour ça qu'on fait cette évaluation des risques, cette priorisation des risques. Ok. Et donc, Jean-Baptiste, confirme-moi, c'est bien par rapport à la situation actuelle qu'on fait la maîtrise des risques. Donc, si on a, je sais pas, un interrupteur d'urgence pour l'électricité, on le prend en compte dans la probabilité. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment la situation telle qu'elle est. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, une fois que vous avez mis en place des actions, vous pouvez après recoter ce risque-là et c'est même intéressant de le faire. C'est justement là l'intérêt de la méthode, c'est que c'est quelque chose d'itératif. Vous allez revenir dessus et le fait d'avoir mis en place des actions correctives, imaginez tout à l'heure la lampe, si au final vous avez fait une estrade de quelque chose qui vous permet d'atteindre la lampe sans avoir de risque de chute de hauteur, vous allez faire diminuer drastiquement ce risque-là, vous l'avez même peut-être éliminé. Et donc, vous allez pouvoir recoter et dire celui-là, il n'est plus du tout prioritaire. Et donc, vous allez pouvoir vous intéresser à l'autre risque qui vient après, l'électrocution par exemple. Donc, c'est la situation telle que je la vois. C'est important de la réaliser avec les personnes qui font l'opération et pas juste avec une procédure qui décrit la façon dont ça se fait. Pourquoi? Parce que la procédure peut ne pas être suivie. Parce que quand vous lisez la procédure, vous n'avez pas tout l'environnement
de ce qui se passe, hein. Vous ne savez pas si le lampadaire il est au milieu de nulle part, ou s'il est environné d'arbres, ou s'il y a un ravin à proximité, etc. Donc, vous n'avez pas tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment ultra important de faire l'évaluation des risques en connaissant parfaitement avec des personnes, donc vous et d'autres personnes sur le terrain, c'est idéal, c'est pas toujours possible, mais au moins avec des personnes qui connaissent parfaitement la tâche et qui la réalisent régulièrement. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit dans une procédure pour faire une évaluation des risques. C'est pas pertinent. La procédure est intéressante pour comparer le travail tel qu'il a été imaginé et le travail tel qu'il est réellement fait. Mais ce qu'on évalue, c'est le travail qui est réellement fait. C'est pas le travail imaginaire, décrit. Donc, important d'associer les bonnes personnes qui réalisent la tâche dans cette évaluation. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Est-ce que c'est bien clair ces aspects? Bon. Alors, moi, j'ai des questions par rapport à ces éléments du programme. Alors, si on remonte, on est parti un peu de la situation. Si on remonte maintenant aux éléments importants pour qu'un programme en santé et sécurité soit efficace, qu'est-ce que vous auriez comme élément important pour que votre programme soit efficace, votre programme de prévention soit efficace? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez lu, entendu? Alors, il y a un élément dont on vient de parler, donc j'espère que vous allez le citer. Un programme efficace. Et pour un programme de santé efficace, il est important d'avoir la matrice des risques. Alors, il est important d'avoir la matrice. Il est important de l'utiliser. Il faut avoir d'abord la possibilité d'identifier les risques et les dangers. Ensuite, les catégoriser, les évaluer leur niveau de gravité, leur niveau de probabilité d'occurrence, et puis après maintenant, définir une priorité. Comme vous l'avez dit, par exemple, c'est à partir de ces éléments qu'on réalise sa matrice, et puis qu'on fait la cartographie des risques, et puis qu'on priorise les risques. Exactement. Donc ça, c'est un élément. Alors, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui-là. On peut dire la sensibilisation aussi. Après avoir fait tout ça, donc, dans le cadre de la participation des travailleurs, donc la sensibilisation, quoi. Donc, l'implication des travailleurs, donc, à travers la sensibilisation, les formations. Exactement. Alors, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a effectivement le fait de former les salariés. Ça, c'est très important. Former les salariés, ça, c'est un élément hyper important. Et après, il y a aussi avoir des salariés qui soient impliqués dans la santé-sécurité. C'est important qu'ils soient conscients des risques et qu'ils soient... et c'est d'ailleurs une des vertus de l'évaluation des risques, c'est que comme vous associez les personnes à l'évaluation du risque, ça permet aussi de mettre en lumière des scénarios auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Quelqu'un qui fait une activité tous les jours, il ne se dit pas tous les jours, naturellement, il ne se dit pas tous les jours, je prends un risque. Au contraire, le fait de le faire de façon routinière, sans forcément avoir eu d'accident, il ne va pas forcément se rendre compte qu'il prend un risque. Et le fait de faire une évaluation avec lui, de lui dire, bah, tiens, quand tu fais cette activité-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça peut lui faire prendre conscience qu'en fait, il est exposé à un risque tous les jours et que le risque est peut-être même assez élevé. Et donc, il y a des actions à mener. Et les actions, ce n'est pas vous qui allez les faire, vous allez en faire certaines. Il y a des notions d'expertise qui vont relever de votre compétence. Par contre, il y a d'autres notions qui vont relever de la responsabilité, de la compétence des autres personnes, des salariés eux-mêmes, et au-delà des salariés, de l'encadrement. Et il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est l'engagement de la direction. La direction a un rôle fondamental de responsabilité quand vous êtes au travail et également d'implication pour pouvoir mettre en place toute l'organisation nécessaire à la prévention. Donc ça, c'est un élément clé, l'implication des salariés.
Et souvent, l'implication des salariés est liée aussi à l'implication du management, qui est elle-même liée à l'implication de la direction. Effectivement, c'est ce que j'avais dit. Souvent, la structure organisationnelle de l'entreprise aussi, c'est surtout l'implication du top management. En plus de l'engagement de la direction, il faut toujours chercher à impliquer le top management. Exactement, exactement. Et il y a une notion d'exemplarité. Quand un manager est exemplaire, en général, son équipe est aussi exemplaire et respecte les procédures et peut remonter des situations dangereuses. Et ça, c'est un élément aussi clé. On a l'évaluation des risques qui se fait de manière systématique. Il y a aussi le fait, la capacité, et c'est ça qui a derrière l'implication en fait des salariés, c'est la capacité des salariés à identifier des situations dangereuses, à les adresser eux-mêmes, à les traiter eux-mêmes ou à les remonter s'ils n'ont pas les moyens de les traiter. Et d'avoir ce climat de confiance et d'échange est extrêmement important pour arriver à avoir un bon niveau de culture dans la prévention en matière de santé et de sécurité. C'est important de valoriser quelqu'un qui remonte une situation dangereuse, qui dit, bah voilà, moi je fais cette activité-là et je ne me sens pas en sécurité. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être en sécurité? Et c'est important de valoriser ces remontées-là parce que c'est ces personnes-là qui sont sur le terrain qui vont pouvoir identifier ces risques-là. Peut-être cette situation, elle se produit une fois tous les 6 mois. Vous allez faire l'évaluation des risques. Vous n'allez pas balayer cette situation-là parce que personne ne va y penser. Et donc, vous ne serez jamais à 100% sur une évaluation et vous avez besoin de l'implication des salariés. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues voilà, vous avez un retour d'expérience là-dessus à partager? Oui, par rapport à ça, oui. Effectivement, et donc c'est très bénéfique et surtout à travers peut-être les réunions de sécurité, les toolbox tools qu'on peut créer. Donc ça donne beaucoup d'informations, surtout les remontées d'informations, surtout dans le cadre de la participation des travailleurs, l'implication des travailleurs. Donc organiser des réunions, l'organisation des réunions de sécurité. Donc c'est vraiment un cadre où on peut avoir beaucoup d'informations et on peut joindre la participation des travailleurs et surtout avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir mieux évaluer, hiérarchiser et prioriser les mesures. Donc, en quelque sorte, donc par expérience, c'est ça que je voulais partager, quoi. Très bien, très bien. Merci pour le partage. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Il y a une partie dont on n'a pas parlé, et en fait, on peut peut-être conclure là-dessus. Quels sont pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Quel est notre objectif? Alors, on a parlé tout au long, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ces objectifs du programme de prévention. Pour vous, à quoi ça sert finalement tout ce qu'on a dit là, toute l'évaluation des risques qu'on va faire, les actions qu'on va mener? Quel est l'objectif? L'objectif pour moi, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc en quelque sorte avoir des lieux de travail sûrs et sains, quoi. Tout à fait. Donc c'est la prévention des accidents et des maladies professionnelles éventuellement et la promotion du bien-être, de la qualité des performances. C'est ça. Et quand on fait ça, donc on protège effectivement, on évite les accidents, on évite les maladies, on améliore le bien-être au travail et indirectement, on améliore aussi la productivité. Quelqu'un qui est bien dans son travail, il va certainement être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a peur pour sa sécurité, pour sa santé, ou voire dans la santé dégradée par les conditions de travail. Donc c'est un cercle vertueux où on améliore les conditions de travail et où en même temps, la personne travaille mieux. On va qualité de vie du travailleur, mais faire de sorte que aussi le travailleur puisse assurer son travail, puisse être opérationnel. Oui, tout à fait. C'est une personne qui va un arrêt maladie, ça a aussi un coût pour la personne directement, pour l'entreprise aussi, puisque la personne ne vient pas travailler. Donc il y a un phénomène de désorganisation de l'activité qui a aussi un coût. Donc effectivement, il y a aussi des coûts induits de l'absence de sécurité ou de l'absence de santé au travail
il y a un coût induit direct pour l'entreprise et indirect par un effet de désorganisation des personnes qui peuvent quitter l'entreprise alors qu'elles ont des compétences, mais compte tenu des conditions, vont partir. Donc tout cela, effectivement, il y a un coût aussi, au-delà de l'impact humain, qui est la priorité. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour protéger la santé et la sécurité des personnes. Mais au-delà de ça, il y a aussi des aspects économiques qui sont indéniables. Vous, l'horaire, Jean-Baptiste, je pense que je vais prendre la relève. Voilà, trois choses techniques. Donc, le docteur Colli m'a envoyé un message et il suggérait de mettre à disposition l'enregistrement. C'est une très bonne suggestion. Je vais le faire très certainement demain. Donc, vous le retrouverez sur le Classroom aussi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, toujours sur Google Classroom, vous avez déjà la deuxième section qui vient de s'afficher. Je peux le mettre à l'écran. Donc, là. Donc, moi, je vois les autres aussi, hein, ce ne sera pas votre cas, mais vous avez ça qui vient de s'afficher. Vous voyez, c'est programmé pour s'afficher automatiquement à 18h chaque jour, chaque semaine. Donc, je vous rappelle, on se revoit la semaine prochaine jeudi, donc après l'écoute de cette section ici. Et dernière chose, je vais vous envoyer cet petit exercice que je vous demanderai de faire pour la prochaine fois et on en discute ensemble. Donc, au fait, c'est une situation qui vous est décrite et je vous demanderai de faire les 5 pourquoi. Donc, la technique qu'on vient de discuter ensemble. D'accord? Donc, ici, c'est un cas qui malheureusement est réel. Il y avait un travailleur d'une petite entreprise qui a été trouvé mort. Il était en train de remettre en état un vase de bain. Il portait un masque, donc un appareil de protection respiratoire. C'était une petite salle de bain et ceci était le produit qui était utilisé, qui était un décapant principalement constitué par du dichlorométhane au chlorure de méthylène. Aussi, suite à ce cas ici, mais pas que, ce produit spécifique a été interdit aux États-Unis en 2019. Donc, vos questions, essayez de faire une analyse de 5 pourquoi. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de détails, donc il faudra utiliser un peu d'imagination et on en discute ensemble la prochaine fois. Sur ça, il me reste qu'à remercier Jean-Baptiste. Et merci, c'est moi qui vous remercie pour votre attention et vos partages. Et moi, je vais vous retrouver dans 15 jours, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Dans 15 jours, pour parler santé au travail, risque biologique, et puis le bruit et le stress thermique. Et bien, fantastique. Dans ce cas, à bientôt. Voilà. Et à tous les autres, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Alex, oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Quelqu'un m'a appelé? Oui, c'est Dr Ounier. Oui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste assisté sans toutefois trop participer parce que la première séance et puis les formalités administratives, sincèrement, je les ai carrément, je suis complètement perdu. Ce que je pourrais savoir, les cours est déjà mis en ligne. Les étudiants devaient les préparer et puis c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez accès à Google Classroom? Oui, je pense on avait un petit site internet, mais là on vient d'activer. D'accord. Donc effectivement, quand vous connectez sur Google Classroom, nous avons et encore une fois, je peux le mettre à l'écran. Là. Alors ça doit être la vue des étudiants.
Donc, vous rentrez là, il y a tout un flou d'informations qui sont ici, donc avec les annonces, etc. D'ailleurs, vous retrouvez ici les liens pour vous connecter au groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Et dans la deuxième page, tout là en haut, vous avez un menu avec des différentes options. Dans la deuxième page, travaux et devoirs, vous avez les sections qui sont affichées, une section par semaine. Et effectivement, comme vous dites, la demande est d'écouter la section et terminer les formulaires avant la réunion de jeudi. Et l'idée, c'est que pendant la réunion du jeudi, on en discute ensemble, comme on vient de faire là. J'aurais dû le préciser, j'ai oublié, vous êtes censé participer à au moins 5 réunions sur 7 pour accéder à l'examen final qui sera proposé à la fin du cours. Et donc, finalement, à l'attestation de réussite et de participation. D'accord. D'accord. Alors, pour moi qui n'ai pas déjà bien suivi le premier cours, j'ai pu savoir qu'il Oui, y a mais eu... ça, c'était une réunion d'introduction, on ne la compte pas. Donc, sur les 7 cours qu'il y a aujourd'hui, c'est la première. Oui, Vous êtes censé participer à 5 cours au moins. Ok, c'est bien noté. D'accord. Oui, effectivement, la première, c'était juste pour expliquer les fonctionnements techniques du système. C'était plutôt ça. Et présenter les associations qui organisaient cette formation. Excellent. D'autres questions peut-être? Eh bien, écoutez, bonne soirée dans ces cas et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.